La scène ne se passe pas dans une usine en faillite, ni devant une tour abandonnée, ni même dans une salle de marché paniquée. Elle se joue dans quelque chose de beaucoup plus discret. Dans des appartements que l'on n'achète plus avec la même conviction. Dans des ménages qui continuent d'épargner alors même que l'État pousse à consommer. Dans des provinces qui investissent encore, alors que le rendement de cet investissement devient de plus en plus douteux. Et dans une économie qui, vue de loin, semble tenir, mais qui, de l'intérieur, avance avec moins d'élan, moins de confiance, et surtout moins de moteurs privés. Pendant longtemps, le monde a raconté l'histoire chinoise comme une évidence. La Chine produisait, la Chine construisait, la Chine exportait, et quand un moteur ralentissait, un autre prenait le relais. Mais aujourd'hui, le vrai problème est précisément là. Ce système n'a pas simplement ralenti parce que le commerce mondial est plus dur, ni seulement parce que l'immobilier a trop construit. Il ralentit parce que plusieurs piliers s'affaiblissent en même temps. L'immobilier continue de peser sur la confiance et sur l'investissement. La consommation reste freinée par une épargne de précaution élevée et par une confiance domestique fragile. Et derrière tout cela, il y a aussi les finances locales, les dettes accumulées hors bilan, et une machine d'investissement public dont le coût devient plus visible que son efficacité. C'est ce qui rend le moment actuel trompeur. Car à première vue, la Chine n'est pas un pays en chute libre. Les autorités ont encore des leviers. L'activité montre encore des points de résistance. Mais le fond du problème est ailleurs. La Chine entre dans une phase plus lente, plus structurelle, et surtout, plus difficile à corriger qu'un simple trou d'air. La vraie question n'est donc plus seulement « Est-ce que la Chine peut encore afficher de la croissance ?» La vraie question est plus inquiétante. Que devient une économie quand elle continue d'avancer, sans retrouver ce qui faisait autrefois sa force la plus essentielle? La conviction collective que demain sera plus solide qu'aujourd'hui? Et si la Chine ralentit vraiment, alors ce n'est pas seulement une affaire chinoise. C'est peut-être le début d'un changement beaucoup plus large dans l'équilibre économique mondial. Pour comprendre pourquoi la Chine ralentit vraiment, il faut suivre 3 lignes de fracture. La première, c'est que le vieux moteur immobilier n'entraîne plus le système comme avant. Le secteur ne pèse pas seulement sur les promoteurs. Il pèse sur la confiance des ménages, sur les recettes locales, sur l'investissement et, indirectement, sur tout le climat économique. Pendant des années, acheter un bien en Chine, c'était participer à une mécanique presque naturelle de valorisation. Aujourd'hui, cette mécanique s'est enrayée. Le patrimoine rassure moins. Les gouvernements locaux encaissent moins facilement. Et tout un pilier de la croissance cesse d'agir comme un stabilisateur. La deuxième fracture, c'est que la demande intérieure ne prend pas naturellement le relais. L'idée d'un grand rééquilibrage par la consommation existe depuis longtemps. Mais dans les faits, les ménages chinois restent prudents. Quand le marché immobilier ne joue plus son rôle de réservoir de richesse. Quand le marché du travail inspire moins de confiance. Et quand la protection sociale reste insuffisante. On épargne davantage. On consomme moins librement. Autrement dit, le moteur qui devait remplacer l'ancien ne s'allume pas vraiment. La troisième fracture, c'est que l'État continue de soutenir l'activité, mais avec un rendement de plus en plus discutable. Oui, la Chine peut encore relancer. Elle a encore des banques publiques, des leviers budgétaires, des entreprises d'État, des autorités locales capables de pousser des projets et du crédit. Mais la vraie question n'est plus « peut-on relancer ?» La vraie question est « que produit encore cette relance ?» Quand une économie doit mobiliser toujours plus de dettes pour obtenir moins d'élan durable, elle peut encore avancer. Mais elle avance avec un coût croissant et avec une qualité de croissance moins convaincante qu'autrefois. Pour comprendre pourquoi cela compte autant, il faut revenir à la base. La Chine n'a pas seulement grandi parce qu'elle exportait beaucoup. Elle a grandi parce qu'elle avait une combinaison exceptionnelle. Une main-d'œuvre immense. Un taux d'investissement très élevé. Un appareil industriel discipliné. Un système politique capable d'orienter le crédit. Et surtout, une conviction collective. Chaque ralentissement pouvait être compensé par une nouvelle vague de construction, d'infrastructures, d'urbanisation ou de production.
Dans ce modèle, l'immobilier n'était pas un secteur parmi d'autres. Il servait à la fois de moteur d'activité, de réserve de valeur pour les ménages, de source de revenus pour les gouvernements locaux, et de point d'ancrage pour une grande partie de l'investissement. Autour de lui gravitait l'acier, le ciment, les équipements, les finances locales, le crédit bancaire. Et toute une architecture de croissance dans laquelle construire signifiait encore, pendant longtemps, créer de la richesse visible et de la confiance politique. En parallèle, le pays a longtemps pu compter sur une autre logique très puissante. Quand la demande intérieure fléchissait, l'export et l'industrie prenaient le relais. Quand l'extérieur se dégradait, l'investissement public et le crédit venaient soutenir l'activité. Autrement dit, la Chine disposait de plusieurs amortisseurs en même temps. C'est précisément ce qui a nourri l'idée, à l'étranger comme à l'intérieur, que le système chinois pouvait toujours ralentir, sans jamais vraiment perdre son axe. Mais ce cadre a changé. La Chine n'est plus confrontée à un simple accident cyclique. Elle affronte un affaiblissement progressif de ses anciens relais. Ses outils traditionnels fonctionnent encore, mais moins bien. La relance produit encore de l'activité, mais avec davantage de dettes, moins de confiance et un rendement économique moins spectaculaire qu'autrefois. Ce qui est en train de se passer n'est donc pas un simple ralentissement au sens classique. Ce n'est pas seulement une économie qui grandit moins vite après avoir beaucoup grandi. C'est une économie dont plusieurs mécanismes d'entraînement perdent de la force au même moment. Le premier signal, c'est que la Chine continue d'afficher de la croissance. Mais une croissance de plus en plus soutenue par des leviers qui compensent une faiblesse plus profonde. Ce n'est pas une croissance de plein élan. C'est une croissance qui tient encore, mais qui doit être soutenue en permanence contre des forces de ralentissement de plus en plus visibles. Le deuxième signal, c'est que l'ancien cœur du modèle, l'immobilier, ne joue plus son rôle de stabilisateur. La Chine ne perd pas seulement un secteur. Elle perd un ancien multiplicateur de confiance, de crédit, de recettes locales et de construction de patrimoine pour les ménages. Le troisième signal, c'est que la demande intérieure ne remplace pas naturellement ce qui s'affaiblit. Même lorsque l'État stimule, la réaction de la consommation reste incomplète. Les ménages n'agissent pas comme dans une économie qui croît de nouveau spontanément à la hausse de son patrimoine et à la solidité de demain. Ils restent plus défensifs. Le quatrième signal, et c'est peut-être le plus important, c'est que la machine publique continue d'amortir le choc, mais au prix d'une efficacité décroissante. Le problème chinois n'est pas seulement « il faut relancer ». Le vrai problème, c'est qu'une partie de l'ancien mode de relance a laissé derrière elle trop de dettes, trop de projets à faible rendement, et trop de dépendance à des mécanismes qui prolongent l'activité sans restaurer vraiment la qualité de la croissance. C'est donc cela qui est réellement en train d'arriver. La Chine n'est pas en train de tomber d'un seul coup. Elle entre dans une zone beaucoup plus difficile à lire. Une zone où l'État peut encore empêcher la rupture, où les exportations peuvent encore donner de l'air, où certains secteurs technologiques peuvent encore impressionner, mais où l'ensemble du modèle produit moins de confiance, moins de rendement et moins de croissance organique qu'avant. Si l'on veut comprendre la mécanique complète, il faut maintenant regarder comment trois axes se renforcent les uns les autres. Premier axe, l'immobilier. Pendant longtemps, ce secteur n'a pas seulement servi à loger la population. Il a servi à faire monter la valeur du patrimoine des ménages, à alimenter les recettes foncières des gouvernements locaux, à soutenir le crédit et à entraîner une large partie de l'investissement. Quand ce moteur fonctionnait, il donnait à la Chine de la croissance, de la confiance et une impression de richesse en expansion. Mais aujourd'hui, ce moteur reste en contraction profonde. La crise immobilière ne touche pas seulement les promoteurs. Elle touche la perception même de la sécurité patrimoniale dans l'économie chinoise. Deuxième axe, la faiblesse persistante de la demande intérieure. En théorie, quand l'immobilier ralentit, la consommation devrait prendre davantage le relais. Mais ce basculement reste incomplet. Quand les ménages se sentent moins protégés et moins riches sur le papier, ils épargnent davantage. Ils consomment moins librement. C'est là que le ralentissement devient structurel. Le moteur qui devait remplacer l'ancien ne prend pas vraiment feu. Troisième axe, la baisse d'efficacité du modèle d'investissement piloté par l'État. La Chine peut encore soutenir l'activité.
Mais la vraie question est désormais celle du rendement. Quand une économie doit mobiliser toujours plus de dettes pour obtenir moins d'élan durable, elle peut encore avancer. Mais elle avance avec un coût croissant et une qualité de croissance moins convaincante. Et c'est là que les trois axes se rejoignent. L'immobilier affaiblit la confiance et les recettes locales. Cette faiblesse entretient une demande privée prudente. Et comme la demande privée ne prend pas suffisamment le relais, l'État reste poussé à soutenir l'activité par des canaux dont l'efficacité marginale diminue. Le ralentissement chinois n'est donc pas une somme de problèmes séparés. C'est une boucle. Une boucle dans laquelle chaque tentative de stabilisation empêche la rupture immédiate, mais ne recrée pas automatiquement la dynamique large, spontanée et confiante qui faisait autrefois la puissance du modèle. Autrement dit, la Chine ralentit vraiment parce qu'elle ne perd pas seulement de la vitesse. Elle perd la fluidité de son ancien mécanisme de croissance. Et quand une économie de cette taille entre dans une phase où l'investissement rapporte moins, où le patrimoine rassure moins, et où la consommation ne compense pas assez, le problème n'est plus conjoncturel. Il devient systémique. Si la Chine ralentit vraiment, alors l'effet ne se limite pas à Pékin, à Shanghai ou au marché immobilier chinois. Il se diffuse vers l'Europe par plusieurs canaux à la fois. Le premier, c'est la demande. Quand la deuxième économie mondiale entre dans une phase plus lente et plus prudente, elle achète moins naturellement au reste du monde. Surtout dans les segments industriels, les équipements, les machines, la chimie ou certains biens haut de gamme. Une Chine qui investit moins et consomme avec plus de retenue pèse directement sur une partie du tissu exportateur européen. Le deuxième canal, plus ambigu, c'est la pression concurrentielle. Une Chine plus faible intérieurement ne signifie pas forcément une Chine moins présente à l'extérieur. Au contraire, quand la demande domestique ralentit, les exportateurs cherchent davantage de débouchés ailleurs. Cela peut renforcer la concurrence chinoise sur le marché européen. Et pour l'Europe, le paradoxe devient alors clair. Moins de demandes venues de Chine, mais davantage de pression chinoise chez elle. Le troisième canal passe par la croissance européenne elle-même. L'Europe évolue déjà dans un environnement de demande mondiale fragile, d'énergie instable et d'incertitudes commerciales persistantes. Dans ce contexte, une Chine moins dynamique retire au continent un appui extérieur important, au moment même où l'Europe n'a pas beaucoup de marge de croissance spontanée. Et pour la France, cette histoire finit toujours par redescendre vers la vie quotidienne. Pas forcément sous la forme d'un choc visible du jour au lendemain, plutôt sous la forme d'un climat économique plus lourd. Une industrie européenne sous pression, des débouchés extérieurs plus incertains, une concurrence plus agressive sur certains biens, et donc une croissance plus molle, des investissements plus prudents, et un sentiment diffus que l'économie mondiale n'aide plus autant qu'avant. Dans un pays comme la France, cela peut se traduire par moins d'élan dans certains secteurs exportateurs, plus de prudence chez les entreprises et au bout de la chaîne. Un quotidien où le sujet n'est pas seulement que les prix montent, mais que la croissance qui devrait soulager devient trop faible pour vraiment rassurer. Alors, verdict. La Chine ne ralentit pas vraiment parce qu'elle manquerait soudainement d'usines, de capital, d'ingénieurs ou de pouvoir d'intervention. Elle ralentit parce que le modèle qui a porté sa montée en puissance produit désormais moins d'élan qu'avant. La vraie histoire n'est pas celle d'un effondrement. C'est celle d'une transformation. Une économie peut continuer de croître, tout en devenant moins rassurante, moins fluide, moins portée par une dynamique spontanée. Et c'est exactement ce que la Chine est en train de devenir. Elle conserve des leviers puissants, mais son ancienne formule immobilier, investissement, crédit, exportation ne transmet plus la même force au reste du système. Le scénario le plus probable n'est donc pas une chute brutale. C'est plutôt une Chine qui évite la rupture, mais qui avance dans une zone de croissance plus basse, avec plus de soutien public, plus de tensions commerciales, et une demande intérieure encore trop prudente pour recréer l'élan d'autrefois. Le scénario plus fragile, lui, serait celui où la faiblesse de l'immobilier, la prudence des ménages, les dettes locales et les tensions extérieures se renforcent mutuellement, au point de rendre chaque relance moins efficace que la précédente. Dans ce cas, la Chine ne serait pas seulement moins rapide. Elle deviendrait un moteur mondial plus lourd, plus coûteux à relancer, et donc moins capable d'entraîner naturellement l'Europe et le reste du monde. Et c'est peut-être cela qu'il faut retenir.
Quand la Chine ralentit vraiment, le monde ne perd pas seulement quelques dixièmes de croissance. Il perd une partie de la grande illusion des 20 dernières années. L'idée qu'il existait quelque part une machine assez vaste pour absorber presque tous les chocs, reconstruire presque tous les équilibres, et continuer malgré tout à tirer l'économie mondiale vers l'avant. Cette machine existe encore, mais elle avance moins vite. Et surtout, elle rassure moins qu'avant. Si cette lecture vous semble plus utile que les explications trop simples, dites-le en commentaire. Et écrivez-moi le prochain sujet que vous voulez démonter, à l'endroit exact où l'économie mondiale commence à se fissurer.